Quand on regarde un peu dans la littérature, les mesures diverses, donc voilà pourquoi nous sommes posés la question de savoir comment les expériences de corruption, ça veut dire ce que les gens vivent réellement en ce qui concerne la corruption, comment ces expériences peuvent expliquer la mesure de la corruption par la perception. Comme je le disais, d'abord on a des difficultés à mesurer la corruption, et cette difficulté de mesurer la corruption vient du fait que la définition du phénomène n'est pas universellement reconnue par tous les chercheurs et aussi les praticiens. Il y a des tentatives de définition de la corruption qui remontent depuis le XVIIIe siècle. Une première tentative de définition dans le dictionnaire de la langue anglaise qui estime que la corruption peut être définie comme une malice ou une perversion des principes ou une perte d'intégrité. Donc vous convenez avec moi que c'est une définition qui est suffisamment vague et ne permet pas de saisir vraiment ce que c'est que les phénomènes. Sur un plan opérationnel, vous convenez avec moi que c'est difficile avec cette définition de pouvoir décrire exactement ce qu'est la corruption. Juste au XXe siècle, il y a un auteur également qui a estimé que la corruption, c'est un comportement par lequel un agent public s'écarte donc de ses prérogatives. Voilà. Et allons-y. Ok. Et certaines organisations de la société civile, organisations internationales, ont essayé également de pouvoir trouver une définition au phénomène dans ce sens que ce sont des organisations qui luttent contre la corruption. Donc il faut qu'eux-mêmes se conviennent de ce qu'ils comprennent par corruption. C'est dans ce sens que l'ONG Transparency International estime que la corruption, c'est le détournement à des fins privées d'un pouvoir confié en délégation. Donc on vous confie un pouvoir pour exécuter une tâche donnée et vous détourner ce pouvoir à des fins personnelles. Donc ça peut être qualifié de corruption. Mais vous convenez toujours avec moi que c'est encore suffisamment vague. Mais dans la pratique, il y a une définition, la définition qui est utilisée par la Convention des Nations Unies contre la corruption, c'est cette définition qui est le plus couramment utilisée. C'est une définition qui donne la corruption au sens strict et au sens large. Au sens strict, j'estime que la corruption, c'est le fait de promettre ou de donner quelque chose à un agent public ou privé, c'est important, afin que cet agent-là accomplisse un acte ou s'abstienne d'accomplir un acte qui relève de ses fonctions. Voilà, ça, c'est la définition au sens là. Et encore, c'est le fait pour l'agent public d'accepter ou de proposer à un usager de lui donner quelque chose afin qu'il accomplisse ou encore qu'il s'abstienne d'accomplir son acte. Donc, cette définition renvoie beaucoup d'événements que nous constatons dans nos administrations publiques. Mais au sens large, la définition est définie comme toutes les formes de déviance qui vont consister pour un agent public à abuser de ses prérogatives afin de pouvoir tirer un gain personnel. Déjà, vous voyez que la définition de la corruption, tout le monde ne s'entend pas sur une définition précise de la corruption. Donc vous convenez avec moi que pour la mesure de la corruption aussi, les problèmes vont se poser. Parce que pour pouvoir mesurer un phénomène, il faut d'abord s'entendre sur la définition. Donc à l'instar de la définition, on constate qu'il y a également plusieurs manières de mesurer la corruption. Et comme je le disais, pour pouvoir réussir une politique publique de lutte contre les phénomènes, il faut qu'on puisse mesurer adéquatement le phénomène. On a regardé un peu dans la littérature, ce qui revient, c'est qu'il y a deux types d'indicateurs pour mesurer la corruption. On a les indicateurs qui sont basés sur la perception et les indicateurs basés sur les expériences de corruption. Donc, les indicateurs basés sur la perception, ce sont des indicateurs qu'on construit à travers l'enquête auprès
des citoyens ou auprès de certains acteurs de lutte contre la corruption. Donc il s'agit tout simplement de demander à ces acteurs ce qu'ils pensent de l'ampleur de la corruption. Donc comme son nom l'indique, c'est une perception. Et il y en a plusieurs indices. Aujourd'hui, on a l'indice synthétique de perception de la corruption au niveau du RINLAC. Il y a l'indice Maud Ibrahim de la gouvernance en Afrique, l'indice de perception de la corruption de Transparency International et l'indice de la Banque mondiale. Mais également, cette définition ou cette manière de mesurer la corruption comporte des limites. Pour la perception, il y a essentiellement deux limites, ce qu'on appelle le biais cognitif et le biais informationnel. Qu'est-ce qu'on comprend par biais cognitif? C'est le fait qu'un événement économique ou social fasse de telle sorte que les citoyens est embrouillé dans la perception de la corruption. Imaginons par exemple un pays qui est en plein essor économique, les citoyens n'ont pas de difficulté à trouver du travail, même si la corruption est très présente dans le pays, le fait que économiquement les gens ne rencontrent pas de difficultés, ils peuvent penser que la corruption n'est pas de très grande ampleur, alors que dans les faits, c'est le cas. On peut prendre aussi le contraire. Un pays qui est en difficulté économique, où on a vraiment un taux de chômage assez élevé. Donc les gens peuvent penser que c'est parce qu'il y a la corruption qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi, alors qu'en réalité, c'est la situation économique du pays qui les dit. Donc le biais cognitif là, c'est cette situation qui amène les citoyens à être embrouillés dans la perception du niveau de la corruption. Donc la deuxième limite, c'est ce qu'on appelle les biais informationnels. Les biais informationnels est dû au fait que la réception de flux d'informations par les citoyens les amène à sous-estimer ou surestimer l'ampleur de la corruption. Imaginez par exemple que dans les médias, chaque jour on dit qu'il y a un responsable administratif ou politique qui a été impliqué dans une affaire. Ça revient tous les jours. Donc ça peut amener les gens à penser qu'en réalité le niveau de la corruption est très élevé. Alors que cela peut traduire une performance dans la lutte contre la corruption. Parce que plus on lutte contre la corruption, c'est évident qu'on va épingler les gens. Voilà. Donc ça va revenir fréquemment parce qu'il y a des efforts qui sont faits dans la lutte contre la corruption. Alors que la réception de ces informations-là peut amener les citoyens à penser qu'en réalité, c'est parce que la corruption est plus élevée. Par exemple, que l'année passée. Alors qu'en réalité, c'est parce que dans les années passées, il n'y avait pas vraiment de la performance dans la lutte contre la corruption. Donc ce sont ces deux biais-là qui peuvent amener les citoyens à surestimer ou sous-estimer le niveau de la corruption à travers sa perception. Et donc on va continuer avec le deuxième type de mesures de la corruption, les mesures qui sont basées sur les expériences de corruption. Ici, il suffit tout simplement de demander aux citoyens s'ils ont déjà été confrontés à un acte de corruption donné sur une période, donné dans les services publics. C'est ce que le RINLAC fait dans son rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso. On estime ce qu'on appelle le taux de corruption, donc le nombre de fréquentations des services où les citoyens fait face à des actes de corruption sur le nombre total des fréquentations. Et ici également, vous convenez avec moi qu'il y a une limite, et la principale limite, c'est ce qu'on appelle le biais de discrétion. La corruption, c'est un acte qui est puni par la loi, et souvent c'est difficile pour les usagers ou donc les agents du service public d'accepter, avouer qu'ils ont été corrompus ou bien ils ont corrompu quelqu'un. Donc ce biais de discrétion-là va amener à sous-estimer la corruption à travers la mesure par les expériences de corruption. Donc, toutes ces limites et toutes ces critiques-là amènent à se questionner sur la pertinence de mesurer la corruption à travers la perception. Donc, notre travail
c'est de contribuer à ce débat parce que actuellement, le débat tend à légitimer les expériences de corruption comme la meilleure façon de mesurer la corruption. Alors que il y a d'autres auteurs qui estiment également que cette manière de mesurer la corruption n'est pas adéquate compte tenu des limites que nous avons signalées plus haut. Donc, notre travail, c'est de voir est-ce que les expériences de corruption peuvent expliquer la perception de la corruption par les citoyens. Donc, quelle méthode avons-nous utilisée? On va continuer. Ok, allez, continuer. Donc, ok, bon, on a utilisé purement, comme vous pouvez déjà l'imaginer, une méthode quantitative, et on a utilisé les données d'enquête, les données du sondage du RINLAC, les données du sondage du RINLAC. Quelles sont les variables que nous allons utiliser? La perception de la corruption, on l'a mesurée par ce qu'on appelle la fréquence de la corruption, c'est-à-dire qu'on demande aux citoyens d'estimer sa perception de l'ampleur de la corruption. On peut dire que la corruption est inexistante, rare, fréquente, très fréquente. Voilà. Pour ce qui est de l'expérience, on a utilisé deux variables. Une première variable qui nous dit si le citoyen sur une période donnée a été confronté à un acte de corruption. S'il a été confronté à un acte de corruption, ça prend la valeur 1 et 0 sinon. Deuxième élément, c'est d'essayer de voir le nombre d'expériences de corruption qu'il a vécu au cours de la période. Donc, ce sont ces variables qu'on a utilisées, plus également d'autres. Bon, pour la méthode, je vais faire simple. On a utilisé un modèle au bit ordonné. On va se passer la barbarie des équations. Voilà, allez-y. Donc, pour faire simple, c'est une méthode qu'on utilise pour expliquer la probabilité que les citoyens estiment que la corruption est rare, inexistante, fréquente, très fréquente. Donc, on va utiliser les variables qu'on a présentées ici pour pouvoir expliquer la probabilité que les citoyens se situent dans l'un ou dans l'autre cas. Ok, donc quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus? Bon, je pense que le tableau n'est pas assez visible, mais allez-y. Okay. Essentiellement, 3 éléments. Pour ce qui est des expériences, on est arrivé à montrer que pour un citoyen qui a vécu une expérience de corruption, il a 0,8% et 7,3% moins de chances d'estimer que la corruption est inexistante ou rare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un citoyen a déjà vécu une expérience de corruption, il y a de très faibles probabilités que celui-ci estime que la corruption est rare, inexistante par rapport à un citoyen qui n'a pas vécu une expérience de corruption. Et également, on constate que cela augmente la probabilité que l'individu estime que la corruption est fréquente ou très fréquente. Donc c'est un peu l'inverse. Pour un citoyen qui a déjà vécu une expérience de corruption, voilà, il y a de très fortes probabilités qu'il estime que la corruption est fréquente, voilà, ou très fréquente, comparativement à un autre qui n'en a pas vécu. Et également, on a constaté que les niveaux de satisfaction quant aux actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption diminuent les niveaux de la perception de la corruption. Pour un citoyen qui estime qui est satisfait des actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption, celui-ci va tendre à sous-estimer le niveau d'ampleur de la corruption. Et également, allez-y. Donc on a trouvé qu'il est 26,2% plus probable pour un individu très satisfait des actions du gouvernement de trouver que la corruption est rare ou la corruption est inexistante. Allez-y. À la fin de ces résultats, on a essayé de voir est-ce que
notre modèle est pertinent pour pouvoir expliquer la perception de la corruption. Donc, c'est ce qu'on appelle le pouvoir explicatif du modèle. C'est-à-dire, on a pris ce que notre modèle prédit, la perception de la corruption, et on a comparé aux données réelles que nous avons. Donc, on constate ici que notre modèle prédit quasi exactement ce que les données réelles nous fournissent. À titre illustratif, si vous regardez, selon notre modèle, l'ampleur pour l'ensemble de l'échantillon que nous avons, on a 1,14% qui estime que la corruption est inexistante, alors que les données réelles donnent 1,4%. Pour ceux qui estiment que la corruption est rare, notre modèle prédit 19,69%, alors que les données réelles prédisent 19,02%. Donc, pour ceux qui estiment que la corruption est fréquente, le modèle prédit 61,73%, alors que les données prédisent 58,63%, ainsi de suite. C'est pour dire que le modèle que nous avons utilisé est assez puissant pour pouvoir expliquer la perception de la corruption à travers les expériences et les autres variables que nous avons utilisées. Donc, pour conclure, M. le Président disait qu'à la fin, on doit pouvoir donner une réponse au questionnement que nous avons. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de la perception, il y a d'autres variables qui expliquent mieux la perception de la corruption par les citoyens. Bien sûr que la perception intervient, mais il y a d'autres éléments beaucoup plus importants comme l'information et la satisfaction des citoyens quant aux actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Ce qui veut dire que si vous êtes un gouvernement et que vous voulez que les citoyens perçoivent une ampleur très faible de la corruption dans votre pays, vous devez poser des actions de telle sorte à ce que ça touche les citoyens, de telle sorte qu'ils soient satisfaits de vos actions. Donc, je ne pense pas que les discours suffisent. Si vous êtes un gouvernement, il faut faire mieux que les discours. Donc, sur ce, je vous remercie.